Yeah, welcome to the third roundtable, Écologie microbienne dans les corps humains et animaux. And it will be moderated by Dr. Pierre-Olivier Métaux, who is Associate Professor of Philosophy of Science at Laval University and Canada Research Chair in Medical Humanities and the History of Biological Thought. His research focuses in particular on the relationship between the theory of evolution and medicine, and he will be introducing the speakers for this roundtable and moderating the session. Thank you, Victoria. Je vais parler en français, je crois. Yep, ouais. D'accord. Donc, merci à Victoria pour cette invitation à présider et modérer cette dernière séance du forum Nos vies microbiennes, un forum contre l'éradication. Je regrette de ne pas avoir pu être avec vous pour les premiers blocs de la journée, mais ça me fait plaisir d'introduire les conférenciers, conférencières de cette dernière partie de la journée qui va porter, comme Victoria l'a rappelé, sur les écologies microbiennes dans le corps humain et animaux. Donc, nous aurons le plaisir cet après-midi, ou ce matin pour moi, d'entendre Mme Geneviève Herry-Arnaud, M. Thierry Nasse et M. Nicolas Fortanet. Donc, je vais introduire les trois conférenciers, conférencières et ensuite je leur laisserai la parole. Donc, Mme Geneviève Herry-Arnaud, que nous accueillerons d'abord, est professeure des universités, enseignante-chercheuse à la Faculté de médecine de Brest et praticienne hospitalière au CHRU de Brest, pardon, avec les acronymes français. Elle est microbiologiste médicale, spécialiste du microbiote pulmonaire. Et elle est récemment autrice d'un ouvrage paru chez Humaine Science Éditions, Ces microbes qui nous veulent du bien. Nous accueillerons ensuite M. Thierry Nasse, qui lui est professeur associé, praticien hospitalier en bactériologie à l'hôpital Bicêtre APHP et Université Paris-Saclay. Il est aussi directeur du laboratoire du Centre de référence national de résistance aux antibiotiques et il dirige une unité qui s'intitule Écologie et l'évolution de la résistance aux antibiotiques et qui est affiliée à l'Institut Pasteur, entre autres. Et enfin, dans un troisième temps, nous aurons le plaisir d'entendre M. Nicolas Fortanet, qui lui est chercheur en sociologie à l'IRISO, qui relève du CNRS de l'INRA et de l'Université Paris-Dauphine, et il est actuellement chercheur associé à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Et ses recherches actuelles portent sur le problème public de l'antibiorésistance et les transformations de la médecine vétérinaire rurale. Comme Victoria l'a indiqué, chacune des interventions doit durer environ 10 à 15 minutes et on prendra les questions s'il y en a tout de suite après ou sinon on pourra conserver les questions pour la fin de la séance. Et comme à la demande de Michel, on va tout de suite enchaîner après les trois interventions et la période de discussion avec le mot de clôture de Michel, dans lequel j'ai l'impression qu'on entendra parler de Pasteur. Alors, je cède tout de suite la parole à Mme Geneviève Herry-Arnaud. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette aimable introduction. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Parfait. Alors, j'ai prévu quelques diapos support que je vais me permettre du coup de partager avec vous. Je vais passer en partage d'écran. Alors, je vais peut-être me mettre en... Voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation? C'est parfait, on voit très bien. D'accord, merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie en particulier Victoria Lee pour son invitation. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de participer à des discussions, on va dire, multidisciplinaires hein, qui vont de la philosophie en passant par les sciences. Et du coup, le challenge m'a beaucoup intéressée. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'organisation de ce forum. Alors moi, je vais me concentrer sur les 10 minutes sur la partie plutôt corps humain, puisque comme il vous a été présenté, moi je suis microbiologiste médicale, donc j'ai une formation médicale, et donc je n'y connais rien en animal, et j'y connais un petit peu moins mal pour ce qui concerne la partie humaine, donc ça va faire l'essentiel de ma présentation. Alors, pour commencer, je voulais souligner à quel point on vit un siècle fantastique quand on est microbiologiste, parce qu'on est vraiment à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on est à la fois les héritiers de Pasteur, et donc j'ai appris du coup on aurait une conclusion sur Pasteur, donc ça tombe super bien. On est ses héritiers puisque en fait, grâce à lui, on a été formé à la détection et à l'étude des bactéries pathogènes, à l'étude de leur résistance.
Donc ça, c'était la révolution pasteurienne, essayer de mettre un visage sur ces grandes épidémies qui ont animé, on va dire ça comme ça, plusieurs siècles. Et donc, c'était des techniques basées sur la culture bactérienne. Et puis, depuis une dizaine d'années, on est en train de vivre une deuxième révolution qui n'annule pas la première. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'il nous faut faire la synthèse sur deux grandes époques. Et donc, cette nouvelle révolution, c'est celle du séquençage au débit, qui a d'abord servi nos collègues généticiens et qui, depuis une dizaine d'années, sert formidablement bien à la microbiologie et qui nous permet de découvrir et de décrire et de comprendre cette majorité invisible, mais qui est loin d'être silencieuse, on le verra plus tard dans mon exposé, et qui concerne essentiellement des bactéries que l'on dit commensales, c'est-à-dire des bactéries qui partagent notre table et que l'on héberge et qui nous rendent, on va le voir aussi, énormément de services. Donc finalement, au XXIe siècle, on a observé une transition dans notre façon de voir les choses. Alors pour être chic, on va dire qu'on a un changement de paradigme, puisque en gros, entre le 19e et le 20e siècle, le microbe avait une vision extrêmement négative, mais à juste titre. Et donc, notre principale préoccupation, c'était de l'éradiquer. Donc, j'ai repris une vieille affiche qui présentait le microbe, voilà l'ennemi. Et puis, grâce à l'arrivée de ces nouvelles technologies, c'est vrai que souvent la médecine de tout temps en fait, a fait des grands bonds dans sa façon de voir les choses à travers des nouvelles technologies. Et donc, c'est ce qu'on voit avec la microbiologie, avec l'apparition des séquençages au débit qui nous permettent de voir que ces microbes, ils n'ont pas forcément qu'une vision négative et qui nous veulent du bien. Et vous me permettrez de présenter du coup mon livre où je parle effectivement de ce côté bénéfique des bactéries, ce qui est une vision complètement nouvelle pour nous, microbiologistes médicaux, puisqu'encore une fois, on a l'héritage de Pasteur qui était quand même beaucoup tourné sur les pathogènes. Donc, quand on parle de l'homme, on le voit maintenant sous sa vision microbienne. Alors, on a beaucoup exagéré les choses quand on a commencé au départ à décrire ce microbiote, surtout intestinal. On nous décrivait comme finalement une grande boîte de pétri avec juste une paire de baskets. Donc, il y avait de quoi frémir et avoir un peu peur. On a revu à la baisse cette proportion de bactéries, mais toujours est-il que c'est quand même 30 000 milliards de bactéries. En gros, on n'est plus à quelques mille milliards de près. En gros, c'est 30 000 milliards de bactéries qui nous habitent. Et quand on fait le ratio du cellules bactériennes sur cellules humaines, on est à peu près aux alentours de 1, c'est-à-dire qu'on est un être hybride fait pour moitié de microbes et pour moitié de cellules humaines. Donc, c'est une vision qui est complètement nouvelle puisqu'on se voit comme un supra-organisme, un peu un être augmenté par justement cette moitié microbienne. Et donc ça fait référence à un concept que l'on appelle l'holombionte, c'est-à-dire que c'est l'être humain, mais qui prend en compte toutes ces dimensions biologiques, y compris sa dimension microbienne. Alors, derrière l'homme microbien, on va voir que finalement, ça va encore plus loin, cette vision de cette part microbienne qui nous habite, puisqu'on va jusqu'à la symbiose. Et donc, vous voyez, on a redécoupé depuis une dizaine d'années l'anatomie humaine avec ce scalpel moléculaire que sont ces nouvelles technologies de séquençage. Et maintenant, on voit que ces microbes qui nous habitent sont tellement adaptés, on a eu une coévolution entre Homo sapiens et les bactéries, qu'on va décrire en fait finalement des organes dans l'organe, c'est-à-dire que pour chaque organe du corps humain, on va décrire un ensemble de communautés microbiennes et donc on va parler d'écosystème. Alors le plus connu, c'est bien évidemment l'écosystème digestif qui a fait l'objet de grands travaux, de grandes publications et notamment de la part de l'Institut français, l'INRAE. Mais vous voyez, on décrit depuis quelques années des écosystèmes au niveau bronchopulmonaire, au niveau cutané, urogénital, bucco-dentaire, nasopharyngé. Donc, c'est vraiment un monde microbien à la fois extérieur quand on fait référence au microbiote cutané, mais également intérieur. Alors après, quelques chiffres, vous savez, l'écosystème digestif, c'est des milliers de bactéries, donc c'est une biodiversité intérieure qui est exceptionnelle. Et on va parler de génome, et donc l'ensemble de ces génomes microbiens est désigné sous l'appellation métagénome. Et donc, vous voyez, nous sommes riches de 10 millions de gènes. Donc, à titre de comparaison, il faut vous rappeler que le génome humain, ce ne sont que
avec plein de guillemets, 23 000 gènes. Donc, derrière ce métagénome, on voit toute la puissance de feu qu'il existe avec l'expression de ces microbes. Et donc, on peut y voir finalement un nouvel organe qui va avoir une fonction. Alors, vous m'excuserez ce néologisme, je ne pense pas qu'il existe finalement ces mélanges entre métabolomique et puis tout ce qu'on a l'habitude de voir avec des organes endocrines, paracrines. Donc, c'est un nouvel organe, métabolocrine, on pourrait dire ça comme ça, qui se révèle être totalement indispensable. On va y retrouver bien sûr une production d'enzymes qui vont nous être responsables pour la digestion, également une production de vitamines, d'antibiotiques naturels. Au niveau intestinal, il y a des peptides antimicrobiens naturels qui sont synthétisés, de molécules anti-inflammatoires. A contrario, on va aussi trouver des molécules pro-inflammatoires. Un autre domaine aussi très important, c'est toute cette production de molécules immunomodulatrices, de neurotransmetteurs. Et là, on touche du doigt l'axe intestin-cerveau, qui est aussi un formidable nouveau domaine d'études. Des molécules nociceptives, c'est-à-dire des molécules qui nous font ressentir la douleur. Et j'ai mis 3 petits points puisque la liste est vraiment très importante. Donc, on est vraiment un être augmenté grâce à ce microbiote qui nous habite. Hop. Alors, quand on décrit cette formidable biodiversité microbienne humaine, je n'ai pas le temps, bien évidemment, de vous expliquer toute la genèse, de la construction de ce microbiote, mais ce qui est une première donnée qui est intéressante, puisque l'objet de ce forum, c'est de parler de la perte de biodiversité, c'est de savoir que finalement, de manière physiologique, au cours de notre évolution, au cours de notre vieillissement, eh bien, on voit qu'il y a une perte de notre biodiversité microbienne et donc une perte des fonctions qui sont associées à notre microbiote. Donc, c'est un phénomène physiologique qui participe pleinement au phénomène de vieillissement et qui serait impliqué dans différentes pathologies telles que ce qu'on appelle l'inflammaging, c'est-à-dire l'inflammation qui va commencer à augmenter avec l'âge, qui est aussi associé avec d'autres pathologies, notamment sur les pathologies neurodégénératives, l'ostéoporose, la fragilité globale que l'on observe avec l'arrivée du vieillissement. Donc tout ça, c'est probablement lié à ce phénomène physiologique de perte de biodiversité de notre microbiote. Par contre, un phénomène qui n'est pas physiologique, mais que l'on observe dans les populations occidentales, c'est finalement quelque part, on peut l'expliquer comme ça, un vieillissement prématuré de notre microbiote, qui est en partie dû avec, alors encore un néologisme, qui est en partie dû à ce qu'on appelle la westernisation de nos sociétés, qui en fait va se manifester par la perte de biodiversité, et ça a été notamment mesuré au niveau intestinal. Donc, juste pour vous citer une étude qui est sortie il y a quelques années dans Nature, très intéressante, qui a consisté en fait à comparer le microbiote intestinal de 2 types de populations. Tout d'abord, des chasseurs-cueilleurs de Tanzanie, donc c'est une société qui s'appelle les Hadza, qui sont en fait les derniers cueilleurs-chasseurs retrouvés en Afrique. Et puis, on a comparé leur microbiote intestinal avec des Italiens, donc une population plutôt habitants de pays industrialisés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas les mêmes, le microbiote intestinal de ces 2 types de populations ne remplissait pas les mêmes fonctions. Et surtout, un élément majeur, c'est qu'on s'est rendu compte que le microbiote des Italiens, et donc on peut dire par extension des gens qui viennent des pays industrialisés, avait une perte de la biodiversité. Donc, fort de ce constat, on peut s'exercer à trouver différentes causes à la perte de cette biodiversité dans nos sociétés industrialisées, donc nos sociétés de l'Ouest. Donc, un des premiers facteurs qui joue beaucoup sur le microbiote, c'est notre alimentation, hein, ça c'est bien connu. Et finalement, une des premières observations, c'est que dans nos sociétés industrialisée, on a une perte de la diversité de notre alimentation. On va globalement vers un régime très gras et moins riche en fibres. Hein. C'est globalement le régime frites-coca. Et donc ça, c'est clairement prouvé comme un facteur qui agit sur la perte de la biodiversité bactérienne. Deuxième facteur important, ce sont
l'augmentation des césariennes. Je voyais qu'en 15 ans, on avait multiplié par 2 le nombre de césariennes. On est à près de 30% dans certains pays d'accouchement par voie basse. Et ça, c'est aussi très clairement un facteur qui pousse à la perte de biodiversité. On sait que les premiers jours, les premiers mois de vie sont très importants sur la constitution de notre capital microbien qui nous sera utile pour toute notre vie en termes de santé. Autre phénomène observé dans les populations occidentales, c'est la surconsommation de médicaments, bien sûr les antibiotiques, et je pense que mes 2 collègues auront beaucoup de choses à raconter sur l'impact de l'antibiothérapie sur la biodiversité, mais pas que. Il y a une étude qui a fait date il y a quelques années, qui est sortie dans Nature, qui a montré que des molécules non antibiotiques, pour plus de 20% d'entre elles, elles avaient un impact sur la biodiversité intestinale. Et puis, autre phénomène qui va aussi accentuer notre perte de biodiversité dans nos populations occidentales, c'est l'urbanisation, également les décalages horaires. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on sait que notre rythme de vie et la perte de sommeil jouent aussi sur la biodiversité intestinale. Et en termes de société industrialisée, ce qu'on observe, c'est qu'on vit de plus en plus dans une société hygiénisés, nos aliments sont de plus en plus quasiment stérilisés, et donc tout ça contribue à la perte de biodiversité. Alors, je voulais vous citer des travaux assez récents, un point de vue qui a été donné par un grand spécialiste du microbiote qui s'appelle Brett Finlay, qui a interpellé récemment dans une publication sortie dans PNAS sur l'impact de toutes les mesures d'hygiène que l'on a prises récemment pour lutter contre les transmissions du SARS-CoV-2, donc pendant la pandémie de Covid. Finalement, et en fait, il fait l'analyse que toutes les mesures que l'on prend, que ce soit le masque, que ce soit l'isolement social, aura forcément à terme un impact aussi sur notre perte de biodiversité. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses à dire aussi en lien avec le Covid. Donc, pour terminer, une fois qu'on a fait ce constat, bien évidemment, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut agir. Alors, on touche du doigt, bien sûr, tout ce qui concerne les politiques de santé publique. Et moi, je voulais vous proposer 4 leviers d'action pour essayer de freiner et de rétablir cette microbiodiversité intérieure. Premier levier d'action, à mon sens, c'est la période néonatalité. Donc, je vous ai parlé de la césarienne. La césarienne, c'est une privation finalement des bactéries vaginales maternelles qui sont indispensables, qui sont des bactéries pionnières indispensables à la constitution d'un bon microbiote. Également l'allaitement. Donc, je pense que c'est un premier point d'action et essayer de faire en sorte que les césariennes dites de confort soient limitées et que n'existent plus. Autre point d'action, c'est ce que j'ai appelé faire des campagnes du bien manger. Et ça, je pense que dès les maternelles, ça me semble important d'éduquer nos enfants à mixer, à varier en fait les plaisirs en termes gustatifs, manger des fibres, et qu'effectivement, un régime frites Coca, ce n'est pas forcément l'idéal pour son microbiote. Donc, je pense que c'est des choses qu'on peut faire entendre très, très tôt à nos enfants. Et on n'est pas tous égaux en termes d'éducation, donc je pense que ça pourrait être une mission intéressante pour l'éducation nationale, l'éducation à la nutrition. Autre levier d'action, mais pour lequel il y a déjà des grands plans d'action, notamment un plan d'antibiorésistance, et puis tout ce projet qu'on recouvre sous l'appellation One Health, qui est en fait l'idée de ne pas se concentrer que sur l'homme, mais également sur l'environnement et l'élevage pour lutter contre l'antibiorésistance. Ce serait tout simplement, ça consiste en fait à lever le pied sur la prescription, bien évidemment des antibiotiques, mais également d'autres médicaments, puisque je vous disais que globalement, une grosse partie des médicaments que l'on prend ont un impact sur notre microbiote intestinal. En plus, ça aurait en plus un effet collatéral positif qui serait celui de diminuer les accidents iatrogènes. C'est à peu près 20% chez les personnes âgées. On sait qu'ils ont des accidents dus à des prises de médicaments. Donc, ça aurait un impact aussi intéressant de ce point de vue-là. Et puis, quatrième idée, il y a ce grand plan de préservation de la biodiversité qui est sorti en France en 2018, il me semble. Et du coup, l'idée, ce serait peut-être d'intégrer cette biodiversité microbienne à ce plan de préservation de la biodiversité.
Donc, pour terminer, sachez qu'il y a, on va dire, des organismes qui se sont emparés de cette question de la préservation de notre biodiversité microbienne humaine, en disant qu'il y avait finalement là aussi des espèces qui étaient en voie d'extinction. Et donc, il y a des entreprises à but non lucratif qui commencent à développer des programmes de conservation, notamment des fesses, notamment dans des populations type cueilleurs-chasseurs, enfin en tout cas des populations qui ne sont pas westernisées, et donc de conserver leur microbiote avec l'idée de conserver cette biodiversité microbienne qui est fort importante pour notre santé. Donc, j'aurai plaisir à répondre à vos questions, bien évidemment. Je vais peut-être arrêter de partager mon écran pour vous revoir, parce que j'ai fait mon exposé en aveugle total. Merci beaucoup pour ce très riche exposé, très intéressant, qui ouvre de nouvelles perspectives. J'ai bien aimé comment vous avez présenté les deux révolutions, celle de Pasteur et celle à laquelle on assiste depuis quelques années, et dans la mesure où on est toujours les héritiers de la première, mais maintenant on doit se confronter à la seconde. Il y a peut-être aussi des continuités qu'on pourrait tracer, parce que même à l'époque de Pasteur, on peut penser à Metchnikoff qui proposait certains régimes probiotiques où le microbe n'était pas forcément cet ennemi à abattre non plus. Je ne sais pas si, je ne vais pas prendre toute la place, mais je ne sais pas s'il y a déjà des questions de la part du public ou des autres participants. Oui, monsieur, attendez, je n'arrive pas à le lire. Monsieur, oui, Sadi Lalou. Merci beaucoup. J'ai dû rater 3 minutes parce que j'avais un coup de fil en même temps, mais on peut ensemencer par exemple les nouveau-nés? Oui, alors il y a des études qui ont été réalisées, notamment, il me semble, à la Pitié-Salpêtrière, où justement, en partant du constat que la naissance par césarienne, c'était une perte de chance pour l'enfant et l'adulte à venir, eh bien, il y a une équipe, je crois, de gynécologues de la Pitié-Salpêtrière qui a fait une étude randomisée contrôlée en prélevant en fait la flore vaginale des mamans et en réensemençant simplement un peu sous forme de sucette, alors une drôle de sucette, mais en gros en faisant avaler les microbes maternels aux enfants qui étaient nés par césarienne et en les comparant avec des enfants qui étaient nés par voie basse pour voir s'il y avait une normalisation du microbiote. Donc, il y a des études, des essais cliniques très intéressants qui sont en cours sur cette piste-là, qui, à mon sens, effectivement, est extrêmement intéressante. En gros, l'idée, c'est de se dire que la femme qui va accoucher, en fait, elle va donner un legs bactérien à ses enfants. Et la nature est tellement bien faite qu'il a été montré que quand la femme a l'augmentation de progestérone, eh bien, ça favorise l'enrichissement de son microbiote vaginal en bactéries qui sont favorables pour le développement de l'enfant, de son microbiote, notamment sur des bactéries qui s'appellent des bifidobactéries. Donc, vous les connaissez certainement, on en vend dans les yaourts. Eh bien, en fait, la progestérone a un effet d'enrichissement de la flore vaginale. C'est comme si, en fait, la maman se préparait à faire le meilleur legs bactérien qui puisse être pour son enfant. Donc, c'est vrai que la césarienne, vue sous cet angle, est clairement une perte de chance. Donc, oui, peut-être que dans quelques années, on proposera en salle d'accouchement, pour des enfants qui sont nés par césarienne pour des raisons obstétricales qui étaient incontournables, eh bien, on proposera une compensation de cette perte de chance par des sucettes aux microbes. C'est magnifique. Donc, on verra sur les études, j'imagine que ça doit être des études au long cours pour voir ce que ça donne. Oui, les études au long cours, il faut beaucoup d'enfants, il faut inclure beaucoup d'enfants parce qu'en fait, il y a une variabilité inter-individu qui fait qu'il faut quand même avoir un certain nombre de patients ou d'enfants. Ce n'est pas encore des patients, ils ne sont pas malades, on va dire de sujets qui sont inclus dans l'étude pour avoir quelque chose qui soit statistiquement significatif. C'est super. Il y a peut-être un travail linguistique à faire parce que don bactérien, ça serait peut-être plus sympa que leg bactérien. Mais bon, oui, c'est vrai, d'accord. Ah oui, le leg, c'est un côté morbide, c'est ça? Sur la question du vocabulaire, il y a aussi la notion de bactéries pionnières que je trouve intéressante. Je ne sais pas si est-ce qu'il y a d'autres bactéries qui sont caractérisées ainsi?
Ah celles oui, qui sont transmises lors de la naissance? alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de données essentiellement sur le microbiote intestinal. On commence, alors moi, il y a un microbiote qui m'intéresse plus particulièrement, qui est très peu connu encore, c'est le microbiote bronchopulmonaire. On revient de loin, hein, parce que pendant plus d'un siècle, on a dit qu'un poumon sain était un poumon stérile. Mm. Donc, pour pouvoir admettre l'idée qu'on avait quand même des bactéries au niveau pulmonaire tout en étant sain, il a fallu faire un gros effort intellectuel pour revenir sur ce dogme. Hein. Vous voyez, en médecine, la médecine repose beaucoup sur des dogmes. Hein. Tout n'est pas prouvé en médecine. Donc, il a fallu faire un gros effort intellectuel pour admettre l'idée qu'il y avait des bactéries dans nos poumons. Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes densités bactériennes qu'au niveau intestinal. Ça n'a rien à voir, mais elles sont quand même bien là. Et en fait, donc les quelques données qu'on a, mais vous imaginez bien que l'organe étant difficilement accessible, on a très peu de données, mais on a montré que chez les enfants, en fait, on voyait en fonction de différents paramètres maternels, différentes compositions du microbiote pulmonaire du nouveau-né. Et donc ça, c'est intéressant. Donc le legs bactérien, ou le don, pardon, bactérien, se manifeste aussi au niveau, par exemple, du microbiote pulmonaire, avec des bactéries. Alors là, c'est des données toutes récentes, hein, mais on a différencié différents pulmotypes, c'est-à-dire différents ensembles de communautés bactériennes décrites au niveau pulmonaire, et dont un pulmotype qui serait plutôt bénéfique aux fonctions respiratoires et qui serait enrichi de toute une diversité bactérienne, probablement acquise au moment du passage par la filière génitale. Parce que quand l'enfant passe par la filière génitale, eh bien, il va inhaler aussi, donc il va ingérer, mais également inhaler quelques bactéries vaginales. Et ces bactéries seraient aussi, a priori, des bactéries pionnières de notre sphère bronchopulmonaire. Avec derrière, ce qui est fantastique, c'est que, alors c'est encore des données très préliminaires chez la souris, mais on montre que ces bactéries pionnières auraient un rôle sur notre architecture pulmonaire, sur notre densité en alvéoles pulmonaires, donc c'est-à-dire sur nos capacités de notre fonction respiratoire. Et il a été montré dans des grandes études sur des grands prématurés qu'on a suivis, qu'on a repris à l'âge de 20 ans, qu'en fait, ils avaient, alors qu'ils n'avaient a priori aucun problème pulmonaire, pas de pathologie sous-jacente pulmonaire, ils avaient d'emblée un microbiote pulmonaire qui était différent des autres et qui était a priori moins bon que des enfants qui seraient nés à terme. Donc clairement, la naissance, c'est vraiment, je pense, pour tous les microbiotes, une première grande étape clé pour la constitution de notre biodiversité microbienne, quels que soient les sites anatomiques. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains levées. Est-ce que je peux me permettre une autre question? J'ai été intrigué par le lien entre le vieillissement et la perte de diversité, la perte de biodiversité au niveau du microbiote. Et je me demandais si vous pouviez nous en dire un peu plus sur le sens de cette relation, dans la mesure où est-ce que c'est la perte de diversité qui conduit au vieillissement ou si c'est le vieillissement qui conduit à une perte de biodiversité? L'éternelle question de l'œuf et de la poule, qu'on finit toujours par aborder quand on parle de microbiote, hormis quelques pathologies génétiques, on sait clairement que l'œuf, c'est un gène déficient et que la poule, c'est un microbiote qui est perturbé. Pour ce qui concerne le vieillissement, c'est vrai que je ne sais pas répondre à votre question. Tout ça, c'est intriqué. C'est-à-dire que quand on vieillit, on fait moins de sport, on s'y alimente peut-être moins bien, on prend plus de médicaments. Donc, tout ça, ce sont des facteurs. On s'isole plus aussi. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui contribuent à la perte de biodiversité. Mais après, c'est malheureusement un cercle vicieux qui va s'installer. La biodiversité va favoriser aussi l'apparition de certaines, et notamment dans les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson. Il y a clairement une piste offerte par le microbiote qui pourrait expliquer pourquoi ces maladies surviennent plutôt chez le sujet âgé. Mais également l'ostéoporose, ce niveau d'inflammation globale aussi qui fait qu'au niveau cellulaire, quand on vieillit, une cellule qui vieillit, enfin chez un sujet vieillissant, elle est un état inflammatoire plus important. Et donc, tout ça, c'est très lié en fait. Donc, c'est difficile de vous dire quel est le coupable. Est-ce que c'est le vieillissement ou le microbiote? C'est forcément intriqué. C'est pas compliqué, mais c'est complexe. Et donc, comme pour toute question complexe,
il n'y a pas une réponse en fait. Et, on n'en est qu'au tout début, au démarrage de l'histoire de microbiote, même si ça fait plus d'une dizaine d'années que les équipes travaillent sur le microbiote. Je pense qu'on n'en est qu'au tout début de l'histoire fantastique de compréhension de cette nouvelle entité. Merci beaucoup. Ça permet d'apporter un nouvel éclairage sur les différentes causes du vieillissement aussi, qui sont multiples. Aussi, oui, et puis de le contrecarrer. Je me souviens très bien quand il y avait eu un premier, c'était le tout premier congrès qu'il y avait eu à l'Institut Pasteur ça s'appelait Targeting Microbiota. Donc, c'était il y a quelques années. Il y avait beaucoup de chercheurs du monde entier qui étaient réunis à l'Institut Pasteur pour parler de comment on cible le microbiote. Et je me souviens très bien, il y avait un Américain qui avait pris la parole et qui avait dit, en gros, il faudrait conserver. Alors, ça avait un peu choqué tout le monde, mais sur le fond, il n'avait pas tort. Et il disait, il faudrait qu'on conserve nos selles quand on est jeune, bien portant et qu'on a le moral et la pleine santé pour nos vieux jours. Donc, dit comme ça, c'est affreux, mais l'idée était là. Et de faire de la greffe autologue de microbiote, peut-être que c'est des choses qui sont proposées contre le vieillissement. C'est déjà proposé dans d'autres pathologies, mais pourquoi pas en lutte contre le vieillissement, voilà. Faire notre propre biobanque. Voilà. Merci beaucoup. Je vois l'heure passer tranquillement. Peut-être qu'on va remercier notre première conférencière de ce troisième bloc et passer à la deuxième présentation, puis on pourra revenir à la fin si on a d'autres questions. Alors, merci beaucoup encore une fois pour votre présentation qui était très, très intéressante et fort riche. Alors, j'inviterai maintenant M. Thierry Nasse en fait, je lui cède la parole. Est-ce que vous avez des diapositives à partager? Oui, tout à fait. D'accord, donc je vous laisse D'accord. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui nous préoccupe beaucoup au Centre national de référence de la résistance aux antibiotiques. Donc, contrairement aux présentations qu'on a eues avant, moi, j'ai plutôt m'attarder un peu sur le côté néfaste des bactéries, parce que ces dernières, bien qu'elles participent à plein de choses, à un moment ou l'autre, elles vont conduire à des infections, et ces infections, il va falloir les traiter, et comme on l'a entendu, les antibiotiques, en tout cas ceux qu'on utilise actuellement, ont un effet pervers, c'est de non seulement tuer la bactérie qui nous infecte, mais également tuer un certain nombre de bactéries du microbiote, et on sait que par exemple, 2 prises de fluoroquinolone dans une année va modifier de manière permanente le microbiote d'un individu. Et qu'une prise d'antibiotiques, généralement, met 6 mois pour restaurer un microbiote quasi normal. Donc, il y a des conséquences de l'utilisation des antibiotiques, et pourtant, ce sont des molécules qui sont très importantes. Alors, pour resituer un peu le problème, quand on regarde un peu les études, quand on pose aux gens qui ne sont pas spécialistes du domaine, qu'est-ce que c'est une bactérie? Eh bien, il revient toujours le terme maladie, infection, morbidité, mortalité, épidémie, contamination alimentaire. Et c'est vrai qu'on entend rarement parler de microbiote, d'effets positifs des bactéries qui constituent la flore digestive et cutanée de l'homme. Alors là, je ne vais pas revenir dessus, c'était juste pour montrer qu'on est entouré de bactéries, différents types de bactéries, que ce soit au niveau du tube digestif comme au niveau de la peau. Ça fait partie intrinsèque de notre vie. Alors, les microbes, on l'a vu ce matin, ce sont des individus qui sont utiles pour plein de choses à l'homme. On peut les utiliser pour contrôler la croissance des insectes, la biorémédiation, production de nourriture, on en a beaucoup parlé ce matin, décomposition, recyclage des nutriments, l'utilisation en biologie moléculaire, les microbes sont à la base de la chaîne alimentaire, mais surtout, comme on l'a entendu tout à l'heure, ces bactéries produisent des métabolites indispensables, comme Escherichia coli, qui participent à la synthèse des vitamines B et vitamine K dans le tube digestif. C'est un rôle de protection. Ces bactéries-là, elles vont protéger la flore microbienne, donc c'est un rôle de barrière contre des bactéries pathogènes. Et puis, il ne faut pas l'oublier, on va parler d'antibiorésistance. Ces bactéries produisent également la plupart des antibiotiques qu'on utilise actuellement en thérapie chez l'homme. Donc, évidemment, c'est important, ces microbes jouent un rôle important dans la société, mais encore une fois, quand on pose la question aux non-spécialistes, reviennent toujours les mêmes termes, c'est-à-dire les maladies, les pneumonies, la coqueluche, le botulisme, la fièvre typhoïde et ainsi de suite, la gangrène. Et puis, depuis quelques années maintenant, une
trentaine, quarantaine d'années, on parle beaucoup d'infections nosocomiales, c'est-à-dire c'est des infections qui sont liées aux soins. Et cette fois-ci, ce ne sont pas des bactéries pathogènes comme les autres. Par contre, ce sont des bactéries qu'on appelle opportunistes pathogènes. C'est typiquement les bactéries de nos flores cutanées, digestives, pulmonaires, qui, à un moment donné, lors d'une immunodépression passagère, vont infecter l'homme. Et à ce moment-là, évidemment, il va falloir pouvoir traiter. Évidemment, la première victoire en maladie infectieuse revient à Fleming avec la découverte de la pénicilline. Et depuis cette découverte, on a eu une course-poursuite entre les bactéries qui développaient des résistances contre les antibiotiques, l'industrie pharmaceutique qui développait de nouveaux antibiotiques, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la situation d'aujourd'hui où on a des situations où les antibiotiques n'agissent plus, où les bactéries sont devenues tellement résistantes qu'on n'arrive plus à traiter. Et puis, évidemment, ce qu'on voit apparaître maintenant de plus en plus, c'est une médiatisation autour de ce problème-là. Et en 2003, il y a eu une grosse épidémie dans le Nord-Pas-de-Calais, qui ensuite a eu des ramifications un peu dans le sud, de bactéries tueuses. Et donc, il y a eu toute une déferlante de publications dans des différentes revues scientifiques, mais également de vulgarisation, comme des journaux, sur ces bactéries tueuses qui sévissaient dans nos hôpitaux. Et c'est quelque chose qu'on connaissait déjà très bien, mais la différence, là, c'est que c'était des bactéries qui étaient particulièrement résistantes aux antibiotiques. Alors, pour moi, il y a deux rapports qui sont extrêmement importants. Il y a le premier rapport de Jim O'Neill, qui était le ministre de la Santé de James Cameron, à qui on avait demandé de faire un état des lieux de ce problème de l'antibiorésistance. Et donc Jim O'Neill a estimé qu'en 2015 ou 2016, il y avait à peu près 700 000 personnes qui décédaient chaque année au niveau global de suite d'infections avec des bactéries multirésistantes. Et donc, il a fait une projection en l'an 2050, si rien n'était fait, eh bien, les décès liés aux bactéries multirésistantes allaient être supérieurs au niveau planétaire aux décès liés au cancer. Et donc, actuellement, c'est le cancer qui est encore la première cause de décès, mais les maladies infectieuses pourraient devenir la première cause de décès dans le monde. Et cela coûterait 100 000 milliards de dollars par an à la société. Donc, c'est un chiffre, on a du mal à s'imaginer le nombre de zéros qu'il faut mettre derrière le 1 pour avoir une idée. Donc ça, c'est le rapport vraiment, c'est l'objectif à ne pas atteindre, c'est 2050 et le nombre de décès. Il y a eu un rapport européen qui, cette fois-ci, n'a pas fait une estimation, mais qui a fait un dénombrement, qui a compté, entre guillemets, les morts, ou plutôt les infections en 2015 en Europe. Il y en avait eu presque 700 000 infections. Il y avait 33 000 décès qui étaient liés à ces infections, et plus de 40% de ces infections étaient liées à des bactéries qui étaient multirésistantes. Et puis, ils ont également estimé le nombre d'années de bonne qualité de vie perdues au cours de cette année, et ils ont vu qu'il y avait 874 000 années de vie en bonne qualité qui étaient perdues. Un exemple, un jeune homme de 20 ans qui décède d'une infection avec une bactérie multirésistante, normalement, il aurait dû vivre jusqu'à 80 ans, donc il a perdu 20 ans, entre guillemets, de qualité de vie. Donc, ce sont des chiffres qui sont extrêmement importants liés à cette antibiorésistance. Alors moi, je prends toujours Escherichia coli parce qu'on a beaucoup entendu parler d'Escherichia coli. Escherichia coli, c'est notre meilleur ami. C'est une bactérie qui est importante de notre tube digestif. Ça participe à l'homéostase du microbiote, ça synthétise des vitamines. Donc, c'est vraiment une bactérie très, très importante. Et malheureusement, c'est aussi notre pire ennemi parce que c'est la bactérie qui est responsable de près de 25% des infections, hôpital et ville confondues, et c'est responsable de presque 80% des infections urinaires en ville. Donc, c'est un pathogène assez important. Donc, le coli, il y a encore une vingtaine d'années, c'était une bactérie qui était multisensible aux antibiotiques. Donc là, vous avez un antibiogramme. Donc, c'est une gélose nutritive avec des disques d'antibiotiques. Et pour être très schématique, plus le diamètre autour du disque est grand, plus la bactérie est sensible à l'antibiotique, plus le diamètre est petit, plus la bactérie est résistante. Et donc, vous voyez, le coli sauvage, entre guillemets, est sensible à tous les antibiotiques. Le coli des temps modernes, c'est ce qu'on appelle un coli qui produit une bêta-lactamase, donc une enzyme qui va dégrader nos bêta-lactamines. C'est le coli des temps modernes. Ce coli-là ne reste sensible de manière reproductible qu'à une famille de molécules qu'on appelle les carbapénèmes. Et les carbapénèmes, dans nos hôpitaux, encore aujourd'hui,
ce sont les jokers, ce sont les antibiotiques du dernier recours. Et vous savez très bien que lorsque vous avez beaucoup de bactéries qui ne restent sensibles qu'à un antibiotique, cet antibiotique va être très largement utilisé et l'utilisation accrue de cet antibiotique va sélectionner des bactéries qui vont être résistantes à cet antibiotique et c'est ce qu'on voit apparaître aujourd'hui dans nos souches cliniques d'Escherichia coli. On voit des souches d'Escherichia coli qui sont devenues résistantes à quasiment tout, et cela par production d'enzymes, et ces enzymes, on les appelle des carbapénémases. Ce sont des bêta-lactamases, donc des enzymes qui vont hydrolyser spécifiquement les carbapénèmes, nos antibiotiques du dernier recours. Et évidemment, l'émergence de ces bactéries-là, résistantes aux carbapénèmes, pose de très très gros problèmes, parce que pour certaines situations, on est vraiment dans des impasses thérapeutiques, c'est-à-dire on est revenu à l'ère pré-Fleming, c'est-à-dire un ère où il n'y a pas d'antibiotiques pour traiter des infections graves. Alors cette résistance, chez les entérobactéries, on prend toujours 2 bactéries pour bien étudier ça. La première, c'est Escherichia coli. Escherichia coli, c'est une bactérie qui relève également de la ville, première cause d'infection urinaire en ville, mais c'est également un pathogène hospitalier. Alors que Klebsiella pneumoniae, c'est une bactérie qui est plutôt hospitalière, et donc c'est une bactérie qu'on arrive, en tout cas pour la dissémination, à gérer par des mesures d'hygiène. Donc quand on regarde par exemple l'apparition de cette résistance à tout sauf au carbapénème, on voit qu'en coli en 2002 on était à 1%, et puis en 2018 on est à quasi 10%. Donc on a une augmentation, c'est-à-dire un colis sur 10 est résistante à tout sauf aux antibiotiques du dernier recours. Et puis pour Klebsiella, en 2006 on était à 6% et en 2018 on est à 30%. C'est-à-dire qu'une Klebsiella sur 3 responsable d'infection de bactériémie à l'hôpital est résistante à tout sauf au carbapénème. Donc ça, c'est la situation européenne. Et puis vous voyez qu'en Europe, en Italie, par exemple, chez coli, on est presque à 30%. Et en Grèce, chez Klebsiella, on est à 70%. C'est-à-dire, en Grèce, 2 Klebsiella sur 3 sont résistantes à tout, sauf au carbapénème. Une autre étude qui est très importante, et là, on revient un peu sur le microbiote. C'est un travail qui a fait un résumé un peu de tout ce qui est connu sur le portage sain. Donc, ce sont des bactéries de notre tube digestif, et donc on peut être très bien porteur de ces bactéries multirésistantes au niveau du tube digestif sans pour autant s'infecter. On s'infecte que lorsqu'on a une immunodépression passagère qui fait que la bactérie peut infecter. Et donc là encore, en Europe, la courbe verte, on voit qu'on est à peu près à 6% de portage sain. C'est-à-dire 6% de la population française porte dans leur tube digestif des bactéries multirésistantes, résistantes à tout. Mais quand on va, par exemple, en Asie du Sud-Est, on a des taux de l'ordre de 70%. Et quand on va dans certaines parties de l'Inde, on est presque à 100%. C'est-à-dire en Inde, les entérobactéries sauvages ont complètement disparu au profit des entérobactéries multirésistantes, résistantes à tout, sauf au carbapénème. Alors, on a fait beaucoup de travaux pour savoir ces souches d'Escherichia coli, d'où est-ce qu'on les récupère, d'où viennent-elles. Alors, il y a de nombreuses études qui ont montré que ces bactéries sont présentes maintenant chez les animaux d'élevage, donc les vaches, les lapins, les porcs. On en trouve absolument partout. Et évidemment, quand ces bactéries sont présentes dans ces animaux-là, quand vous ingérez la viande contaminée, forcément, vous vous contaminez avec ces bactéries. On en a trouvé dans les animaux de compagnie. Évidemment, ces animaux sont proches de l'homme, donc on peut très bien imaginer que l'homme l'a refilé à l'animal, ou voire même l'animal l'a refilé à l'homme. On en a trouvé dans les animaux sauvages. Il y a une étude algérienne qui a montré que près de 2 cafards sur 5 dans un hôpital d'Algérie étaient porteurs de colis BLSE dans leur tube digestif. Donc, encore, ces animaux vivent à proximité de l'homme et donc peut-être ils se contaminent par ce biais-là. On en trouve chez les mouches et chez d'autres animaux sauvages, et évidemment, on en trouve dans l'environnement, dans les rivières, dans les champs, voire même sur les légumes, pour peu que ces légumes ont été abondamment arrosés avec du purin d'animal. Donc, ils sont partout, et c'est pour ça qu'on parle maintenant de problème One Health pour traiter ce problème-là. Donc, ces BLSE sont évidemment dans la nourriture, et ça, c'est une étude de collègues de l'ANSES à Lyon qui ont pris une cinquantaine de sandwichs chez 50 vendeurs de sandwichs à Alger, et ils ont analysé la viande qui était présente dans ces sandwichs pour rechercher justement la présence de ces colis BLSE, et ils ont trouvé que pratiquement la moitié de ces sandwichs étaient contaminés avec du colis résistant à tout sauf au carbapénème. Et donc évidemment, quand vous mangez ces sandwichs, vous ingérez également ces colis. Et les États-Unis, le CDC,
dit qu'à peu près 1 sur 5 acquisitions de résistance est liée à une contamination par la chaîne alimentaire. Donc l'alimentation est évidemment une source importante de contamination ou de colonisation avec ces bactéries multirésistantes. Et puis évidemment, quand vous parlez de zones endémiques pour ces bactéries multirésistantes, le tourisme est un facteur extrêmement important. C'était une des toutes premières études, il y en a plein maintenant qui ont montré ça, mais c'était la première, c'était d'Étienne Ruppé de Bichat, qui a proposé à 574 voyageurs qui partaient en zone intertropicale de subir un dépistage avant. Donc le dépistage, c'est un coton-tige, et puis on fait un prélèvement rectal de la flore microbienne, on étale sur un milieu sélectif, et puis au retour, et puis plusieurs mois après le retour. Et la première question qu'on leur a posée au retour, c'est « Est-ce que vous avez passé des bonnes vacances ?» Et tout le monde a passé des bonnes vacances. Mais 51% d'entre eux sont revenus avec un souvenir inattendu, et ce souvenir inattendu, évidemment, c'est une souche d'Escherichia coli, productrice de ces BLSE, donc résistante à tout, sauf au carbapénème. Alors, l'acquisition variait en fonction de la zone géographique. Ceux qui partaient en Amérique, c'était 31%. Ceux qui partaient dans la zone subtropicale, intertropicale, pardon, c'est 50% pour l'Afrique. Et ceux qui partaient en Asie, c'était 72%, Asie du Sud-Est. Et ceux qui partaient en Inde, c'était presque 100%. Donc, tous ceux qui partent en Inde vont revenir quasi certainement avec un souvenir en portage digestif. Donc, ils ont acquis une bactérie multirésistante. Donc la bonne nouvelle, c'est que 90% se sont décolonisés après 3 mois, c'est-à-dire après 3 mois, on n'a plus retrouvé de bactéries au niveau du tube digestif. Par contre, 10% d'entre eux sont restés colonisés après 1 an. Donc là encore, vraisemblablement, le microbiote va jouer un rôle de perméation ou de permettre à certaines bactéries de s'implanter, comme ces bactéries multirésistantes, et probablement certains microbiotes ont peut-être un rôle plutôt protecteur qui vont nous protéger de la colonisation de ces bactéries multirésistantes. Donc là encore, il y a des études en cours. Et puis, il y a une étude hollandaise qui a montré que quand vous partez en vacances, vous avez un risque pour vous-même parce que vous allez acquérir une bactérie multirésistante. Si vous vous infectez, il y a un problème de traitement, mais il y a une transmission intrafamiliale qui est de l'ordre de 12%. Donc, vous avez 12% de chances de transmettre cette bactérie à un membre de votre famille, et peut-être ce membre de votre famille est immunodéprimé et pour qui, évidemment, cette bactérie-là pourrait présenter de gros problèmes. Donc, vous l'aurez compris, ces bactéries, elles émergent, il y en a beaucoup. On utilise de plus en plus de carbapénème et donc on va sélectionner automatiquement de la résistance au carbapénème. Et là encore, on a des pays comme l'Italie ou la Grèce où la résistance au carbapénème est très importante. Il y en a d'autres comme le Portugal et l'Espagne qui sont en train de monter, alors qu'en France, pour l'instant, on est à 0,5–1%, donc c'est quelque chose qui est plutôt contenu. Mais comme vous le voyez sur la partie en bas à droite, le nombre de signalements de ces bactéries-là en France est en train d'augmenter. On est vraiment dans la phase exponentielle d'augmentation de cette résistance au carbapénème. Et pour rester très schématique, ces souches résistantes au carbapénème, elles ne restent sensibles qu'à quelques antibiotiques, à la colistine, c'est un antibiotique qu'on n'aime pas très utiliser, mais qui est beaucoup utilisé en Italie et en Grèce, où la prévalence est importante, et où la résistance à la colistine est également importante. Et donc de Grèce et d'Italie, on reçoit des souches de patients rapatriés sanitaires de ces pays qui ont des bactéries qui sont résistantes à tout et qui ne restent sensibles finalement qu'à 1 ou 2 antibiotiques, des nouveaux antibiotiques qui sont en cours de commercialisation en France. Il y a encore peu de temps, c'était des situations d'impasse thérapeutique parce qu'on n'avait quasiment plus rien. Évidemment, dans les études, ces bactéries-là, les infections avec ces bactéries-là présentent des taux de mortalité élevés de 30 à 70%. Alors, les données du CNR, je ne vais pas vous embêter avec des statistiques, c'était juste pour vous montrer qu'on a une constante augmentation. On est parti de quelques centaines de souches en 2012 et maintenant, on a à peu près 5000 souches de ce type-là qui nous sont adressées au laboratoire. Et la partie qui est pour moi la plus inquiétante, c'est l'augmentation de la courbe rouge. Et la courbe rouge, c'est Escherichia coli. Et Escherichia coli, comme je vous le disais, c'est une bactérie qui est particulièrement bien inféodée au tube digestif de l'homme. Donc, ce sont des bactéries qui peuvent être présentes en portage très très longtemps. Et surtout, ce sont des bactéries qui sont responsables d'infections en ville comme des infections à l'hôpital. Et le fait que coli augmente, ça souligne probablement une diffusion autochtone de ces souches en France. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était beaucoup du rapatriement sanitaire. Vous partez en Inde, vous revenez et vous avez une bactérie de ce type-là dans votre tube digestif et vous vous infectez peut-être. Mais avec Escherichia coli, maintenant, ça souligne qu'on a également une diffusion autochtone. Alors évidemment, les antibiotiques, ce sont vraiment des molécules qui sont indispensables
au fonctionnement, car sans ces molécules-là, tous les progrès de la médecine moderne, que ce soit la transplantation, la réanimation, la chimiothérapie anticancéreuse, qui mettent les patients en aplasie, où on a besoin ensuite de molécules antibiotiques pour traiter, évidemment, ces molécules sont importantes. Mais ces molécules, elles ont un effet pervers, et cet effet pervers, évidemment, c'est de modifier le microbiote, et en modifiant le microbiote, va permettre ensuite de s'implanter ou permettre à ces bactéries de s'implanter davantage. Donc, il y a une importante dissémination de ces bactéries qui sont résistantes à tout sauf au carbapénème. On va continuer à augmenter, à utiliser les carbapénèmes parce qu'à chaque fois, ce sont des situations critiques et donc il faut traiter les patients. On ne peut pas laisser mourir un patient sous prétexte qu'il faut préserver le microbiote. Et donc, on va mettre des carbapénèmes et ces carbapénèmes vont avoir l'effet pervers de sélectionner de la résistance. Et la sélection de la résistance, évidemment, ça va avoir l'effet pervers d'arriver à une situation un jour de nouveau d'impasse thérapeutique et donc à l'industrie pharmaceutique de trouver de nouvelles molécules. Ces bactéries qui sont très résistantes, elles ont un impact clinique majeur. Le taux de mortalité est très élevé parce que ce sont souvent des bactéries qui infectent les patients les plus fragilisés, les patients de réanimation. Donc, ce sont des patients qui sont déjà dans un état un peu fragile et une infection avec ce type de bactéries, évidemment, va être délétère. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici là? On peut retarder la diffusion à l'hôpital, et c'est ce qu'on fait en France. Et c'est pour ça que quand vous comparez à tous les pays européens, en France, on est à 0,5%. Pourquoi? Parce qu'en France, on fait un dépistage systématique de ces bactéries depuis 1996. Et quand on a un patient porteur, on l'isole, voire même dans certains hôpitaux comme à Bicêtre, on les met dans des structures qu'on appelle de cohorting, c'est-à-dire on les sort de leur service et on les met un peu comme dans les lazarets du Moyen-Âge pour les pestiférer, c'est-à-dire on regroupe tous les patients porteurs de ces bactéries-là pour limiter un maximum la diffusion chez d'autres patients. Et donc, il faut les identifier rapidement et identifier le mécanisme de résistance. On a besoin de nouveaux antibiotiques, mais de préférence des antibiotiques avec des actions ciblées. Et on veut de plus en plus, enfin c'est le vœu des cliniciens, c'est d'avoir des antibiotiques qui vont cibler la bactérie infectante pour éviter justement les effets collatéraux sur la flore microbienne. Mais néanmoins, avec tout ça, on a des impasses thérapeutiques. C'est devenu une réalité en France et en Europe. Et on compte beaucoup sur l'industrie pharmaceutique qui, pour être honnête, n'est pas très intéressée par développer de nouvelles molécules. C'est souvent les laboratoires académiques qui développent et une fois qu'ils sont arrivés à un stade de maturation, qui vendent la molécule à l'industrie pharmaceutique. Mais l'industrie pharmaceutique n'est plus très intéressée par les antibiotiques parce que l'industriel va mettre 20 ans, donc là c'est très provocateur, va mettre 20 ans pour développer un antibiotique et la bactérie dans un tube à essai va mettre 24 heures pour devenir résistante à cet antibiotique. Et donc pour une industrie pharmaceutique, ce n'est pas très rentable d'avoir très rapidement de la résistance. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Nas, pour votre présentation qui nous permet de voir l'autre côté de la médaille. Vous avez mis le doigt sur le fait que les bactéries ont cet aspect Dr. Jekyll et Mr. Hyde. D'un côté, peuvent être nos alliés dans la santé, mais aussi avoir des effets particulièrement nuisibles sur notre organisme et que souvent, ça va être fonction du contexte dans lequel l'individu va se trouver, s'il est en situation d'immunosuppression, par exemple, où l'infection va se révéler. Je trouve que vous avez aussi mis le doigt sur l'importance des phénomènes de sélection et d'adaptation bactérienne lorsque vous avez parlé de l'acquisition de souches résistantes, notamment lors de voyages, mais aussi au niveau plus local, comme vous l'avez mentionné. Je me demandais, dans la fin de votre présentation, vous suggérez tout un ensemble de mesures. Que faire face à cette situation qui est quand même préoccupante? J'aimerais avoir profité de ce forum pour avoir votre avis sur la thérapie par les phages, dont on entend souvent parler, qui pourrait peut-être constituer une alternative intéressante à l'antibiothérapie, dans la mesure où elle ne produirait pas ou ne conduirait pas immédiatement à des phénomènes de résistance. Ah oui, tout à fait. Il y a de nombreuses pistes qui sont explorées. Il y a par exemple en Suède, ils font de la luminothérapie. Donc ils envoient, mais c'est plutôt pour traiter des infections cutanées. Donc ils envoient des lumières ionisantes sur des plaies et ça tue, en fait, ça provoque des cassures au niveau de l'ADN de la bactérie. Il y a une bactérie qu'on appelle Dvelovibrio qui est une bactérie mangeuse de bactéries. Et donc, il y a des équipes qui travaillent là-dessus pour voir comment on peut utiliser cette bactérie. Et notamment, c'est une bactérie qui est spécifique de colis. Donc, ça permettrait éventuellement de faire ça.
il y a les bactériophages, effectivement, comme vous le mentionnez, donc de la phagothérapie, qui vont permettre de tuer la bactérie responsable de l'infection. Et là, c'est vraiment de manière très ciblée, parce que les bactériophages reconnaissent des récepteurs qui sont spécifiques à l'espèce bactérienne donnée. Donc, c'est très, très bien. Mais pour l'instant, on en est loin de vraiment… Il n'y a pas eu d'études vraiment cliniques. Il y en a eu une qui a été menée en France, qui s'appelait PhagoBurn. C'était sur des infections à Pseudomonas, sur des infections cutanées. Et c'est une étude qui devait durer 3 ans. Et les critères d'inclusion étaient tellement stricts qu'ils n'ont pas pu inclure le nombre suffisant de patients. Ils devaient en inclure 150. Ils en ont inclus une quarantaine. Et sur les 40, en fait, pas de chance, il n'y avait pas de, entre guillemets, de valeur statistique de l'effet des bactériophages sur les infections cutanées, notamment chez les grands brûlés à ces bactéries-là. Mais en tout cas, dans les modèles animaux, il semblerait que ça marche très bien. Et il y a des pays, notamment les pays de l'Est, qui ont continué à utiliser ça, parce que la phagothérapie, c'était un Français qui l'avait inventé, c'était Herel à l'Institut Pasteur, sauf qu'avec la découverte des antibiotiques, on a abandonné les bactériophages, alors que d'autres pays ont continué à les utiliser. Il y a d'autres approches. Il y a une équipe à Pasteur, Eligo Biosciences, qui a développé des bactériophages qui vont infecter les souches, par exemple d'Escherichia coli, et qui ne vont pas tuer la bactérie, mais qui vont libérer un système CRISPR-Cas qui va reconnaître les plasmides porteurs de multirésistance. Et donc, ils vont détruire les plasmides de multirésistance sans toucher à la bactérie elle-même. Donc, en fait, ça permet d'enlever la multirésistance tout en gardant la souche d'Escherichia coli qui est présente au niveau du tube digestif. Donc, ça permettrait d'avoir une action ciblée uniquement sur les bactéries multirésistantes. Et puis après, il y a évidemment l'immunothérapie, donc l'utilisation des anticorps monoclonaux. Donc, il y a pas mal d'études cliniques, notamment pour les infections pulmonaires, où on dépiste les patients à l'entrée en réanimation. S'ils ont du PIO, Pseudomonas aeruginosa au niveau du prélèvement pulmonaire. Si c'est le cas, lorsqu'ils sont intubés, ils mettent en place une immunothérapie. Donc, ils mettent des immunoglobulines anti-Pseudomonas pour justement prévenir éventuellement une pneumonie sous ventilation à Pseudomonas. Et puis, l'immunomodulation, parce qu'en fait, les patients de réanimation, ils sont souvent dans un état d'immunodépression. Et donc, on cherche à comprendre pourquoi il y a cette immunodépression et comment est-ce qu'on pourrait stimuler l'immunité pour que, en fait, parce qu'il n'y a pas mieux que le système immunitaire pour combattre ces bactéries. La preuve, on vit très bien avec Escherichia coli, on a généralement un peu de translocation digestive, mais dès que la bactérie passe le tube digestif, boum, le système immunitaire s'en charge et on s'en débarrasse. Et donc, on essaie de voir comment on peut immunostimuler. Et puis, il y a pas mal de laboratoires qui s'intéressent, notamment Sanofi Pasteur Vaccin, GSK, ils s'intéressent à la vaccination directement. Par exemple, il y a des études en phase 2 sur Staphylococcus aureus qui essaient de développer des vaccins. Pour l'instant, malheureusement, il n'y en a aucun qui a réussi à percer, mais ce sont des pistes. Et puis, pour finir, il y a les peptides antimicrobiens. Donc, on sait que les peptides antimicrobiens sont des peptides qui sont produits par les cellules épithéliales de la plupart des mammifères, et ça fait partie du système immunitaire inné. Et donc, il y a des laboratoires qui cherchent à produire ces peptides antimicrobiens et de les utiliser comme moyen de combattre ces bactéries. Merci beaucoup. Alors, il y a plein de choses qu'on peut lire sur les huiles essentielles. Donc, il y a une étude qui avait été menée à Bicêtre, notamment pour faire des aérosols d'huiles essentielles dans la chambre des patients de réanimation. Et pour être honnête, ça n'a pas changé grand-chose en termes de transmission croisée des bactéries d'un patient à l'autre. Mais après, pourquoi pas peut-être en ectopique, sur des infections cutanées, ça pourrait peut-être marcher. Mais il n'y a pas vraiment… Nous, ce qu'on a besoin, c'est des études cliniques vraiment qui montrent un effet. Alors, il y a des papiers qui montrent qu'effectivement, quand on prend une souche d'Escherichia coli sauvage, qu'on met une goutte d'huile essentielle, on a un petit halo d'inhibition. Mais les concentrations sont tellement élevées au niveau de la goutte, des substances, qu'on ne sait pas si c'est vraiment un effet lié à la substance, parce qu'il faut ramener ça après à des posologies entre guillemets compatibles avec une thérapie en humain. Mais ce sont effectivement d'autres pistes qui sont étudiées. Et puis, il y a une piste dont je n'ai pas parlé, c'est la transplantation fécale, par exemple. On sait qu'il y a des bactéries qui sont bénéfiques. Voilà. Il y a plein de pistes, il n'y en a pas une qui se démarque de l'autre. Ce qui est certain, c'est qu'on a toujours besoin d'antibiotiques, parce qu'on a toujours des patients qui vivent de plus en plus vieux, qui sont de plus en plus graves. On a beaucoup plus de patients transplantés.
beaucoup plus de patients qui sont sous chimiothérapie et ce sont tous des patients qui ont besoin de molécules très efficaces qui sont bactéricides, donc qui tuent les bactéries, contrairement à d'autres alternatives thérapeutiques qui sont plutôt bactériostatiques. Merci beaucoup. On a encore de temps pour une dernière question par Élise Tanquagne. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je me posais la question, j'ai été frappée par les différences nationales que vous avez évoquées dans la résistance, notamment vous avez parlé de la Grèce notamment. Est-ce qu'on sait un peu pourquoi est-ce qu'il y a ces si grandes différences? Ça tient à quel type de facteurs? Alors, c'est certainement multifactoriel. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gradient nord-sud systématiquement. Prenez n'importe quelle bactérie, vous regardez l'antibiorésistance, vous avez les pays nordiques qui ont très très peu de bactéries multirésistantes et vous avez les pays du sud qui ont beaucoup de bactéries multirésistantes. Après, c'est multifactoriel. Par exemple, les Grecs, ils ont peu de moyens dans leurs hôpitaux. Ils ont des réanimations de 20 lits alors qu'ils ont 30 patients. Donc, ils ont des patients qui sont parqués dans les couloirs des réanimations. Les mesures d'hygiène ne sont pas respectées du tout. Donc, en France, on utilise beaucoup les solutions hydroalcooliques. En Grèce, ils commencent seulement à les utiliser. L'Italie, c'est un peu pareil. L'Italie n'a jamais dépisté. Nous, on dépiste depuis 1993, c'est-à-dire toute personne qui rentre en réanimation a droit à un écouvillon rectal, un écouvillon nasal pour rechercher les bactéries multirésistantes. Et dès lors qu'il est positif, on le met en isolement avec du personnel dédié, enfin, dans la mesure du possible. Et parfois même, on le sort du service, on le met dans un endroit bien particulier où sont toutes les bactéries hautement résistantes. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on fait depuis longtemps, et ce qui explique que nos pourcentages sont plutôt bas. Mais en Italie, par exemple, ils ont découvert le dépistage en 2011 lorsqu'ils ont eu des grosses épidémies avec des souches résistantes à tous les antibiotiques et où ils ont eu des taux de mortalité très élevés. Donc ce retard au dépistage, en un an, ils sont passés de 0 à 30%. Et une fois que vous êtes à 30%, c'est très compliqué après à gérer parce que vous en avez partout. Donc ça, c'est probablement une des explications mais c'est vraiment multifactoriel. Après, il y a la chaleur aussi peut-être. Et quand même la prescription d'antibiotiques quand même. Oui, après, évidemment, il y a la prescription d'antibiotiques. Il y a une énorme variabilité quand même. Voilà. Vous pouvez acheter les antibiotiques quand ce qu'on appelle over-the-counter, c'est-à-dire vous allez dans n'importe quel supermarché, vous pouvez acheter les antibiotiques. Et puis, la durée d'utilisation des antibiotiques, elle n'est pas respectée. Donc, il y a des règles, où on dit qu'il faut utiliser les antibiotiques pendant 5 jours. Après, il y a des débats, est-ce que 3 jours ne serait pas suffisant? Mais généralement, quand vous prenez un antibiotique, au bout de 24 heures, vous allez déjà mieux. Et puis, il y a pas mal de gens qui arrêtent la prise d'antibiotiques. Donc, c'est vraiment multifactoriel. Merci. Mais c'est quelque chose qu'on observe pour tout type de bactéries. On a un gradient nord-sud. Les anglo-saxons, les scandinaves, ils sont beaucoup plus respectueux de tout ça. Et par exemple, moi, je discute souvent avec nos collègues suisses. Eux, ils ont également des taux très, très bas. Et eux, ils n'ont jamais arrêté d'utiliser les solutions hydroalcooliques. Donc, en Europe, on utilisait l'alcool pour se stériliser, pour désinfecter nos mains dans les années 30-40. Et après, avec les savons antiseptiques, on a arrêté parce que ça abîmait les mains. Alors que les Suisses ont continué. Ils n'ont jamais arrêté. En France, on a eu une augmentation du nombre de staphylocoques dorés résistants à la méticilline. En Italie, ils sont restés à 0, en Suisse, ils sont restés à 0%. Donc, il y a un certain nombre de pratiques d'hygiène de base qui font qu'on arrive, si on les respecte, à limiter la diffusion de ces bactéries dans nos hôpitaux. Merci beaucoup. Et peut-être que, il me semble que le fameux gel hydroalcoolique qu'on utilise depuis 1 an et demi en quantité industrielle, ça n'a pas été inventé aussi en Suisse par un certain docteur Pittet. Il me semble que c'est M. Pittet qui, depuis toujours, était celui qui poussait tout le monde. Et d'ailleurs, en France, en 2000, on est allé en Suisse pour faire du benchmarking, pour voir comment justement ils utilisaient ça. Et on a commencé à l'utiliser avec ça. Et nous, nos staphylocoques, on était à 45% dans les années 90 et maintenant, on est à moins de 10%, moins de 8% de staph doré résistant à la méticilline, donc des staphylocoques résistants à pratiquement tous les antibiotiques, excepté aux glycopeptides. Et on pense que c'est l'utilisation des solutions hydroalcooliques qui a permis de limiter la dissémination de ces bactéries parce que la transmission se faisait par manuportage. Donc, on les avait sur les mains et puis on passait d'un patient à l'autre. Merci beaucoup.
Mais ce qui ouvre quand même la question, juste pour me dire, enfin, du coup, là, c'est une lutte par l'éradication. Enfin, qu'est-ce qu'on peut, en utilisant ce type de solution, on détruit pas seulement les SARM ou les BLSE, etc. Donc, c'est toujours cette question de la tension. Enfin, quand on pense notamment aux bactéries pathogènes plutôt que commensales, pour rebondir sur enfin, c'est un truc dont je vais peut-être parler un petit peu après, mais sur le thème de la journée. Enfin, c'est quel est l'équilibre entre les stratégies à adopter, entre des stratégies antibiothérapeutiques qui vont exploser toutes les flores, y compris commensales, et d'autres. Ouais. Il y a deux situations. Il y a le personnel soignant. Donc, le personnel soignant, il est responsable de ses patients. Et donc, c'est à lui d'éviter de transmettre une bactérie du patient A vers le patient B. Et ça se fait par lavage des mains, par éventuellement mettre des combinaisons et tout. Et ça marche très, très bien. Ça marche bien avec le SARS-CoV-2. Ça marche bien avec les bactéries. Dès lors qu'on le respecte, le lavage des mains, ça dure quelques secondes, mais il faut le faire. Donc ça, c'est pour éviter la transmission, pour éviter que vous êtes hospitalisé, vous chopez la bactérie multirésistante de votre voisin et éventuellement même vous ayez des problèmes, des complications. Après, il y a la situation du patient. Donc évidemment, quand vous êtes bien portant chez vous à la maison, que vous avez un petit peu mal à la gorge, ce n'est pas la peine de prendre des antibiotiques. Le plus simple, c'est d'aller voir votre médecin généraliste. Il va vous dire, avec un petit test rapide, dans 80% des cas, c'est un virus et il n'y a aucun traitement nécessaire. Malheureusement, il y a de l'automédication et des gens prennent des antibiotiques. Donc ça, c'est une erreur à ne pas faire. Et donc ça, c'est des choses très simples. Et puis à l'hôpital, vous avez les cliniciens, ils font très attention à l'utilisation des antibiotiques. Nous, avec nos réanimateurs chirurgicaux, quand on trouve des bactéries au niveau d'un prélèvement, notamment pulmonaire, on attend vraiment d'avoir des signes cliniques d'une infection avant de traiter. Mais de toute manière, si on ne traite pas, il y a de fortes chances que le patient décède. Donc là, la question ne se pose plus, microbiote ou pas microbiote, il faut traiter pour sauver le patient. Maintenant, ce qu'on aimerait avoir, c'est avoir des antibiotiques à action ciblée. Vous avez par exemple un colis qui est responsable d'une bactériémie, vous allez taper uniquement sur le colis. Et de préférence, taper que sur le colis multirésistant. Ça, c'est un rêve. Mais pour l'instant, malheureusement, on n'a pas ça. On a des antibiotiques à large spectre qui tapent sur gramme plus, gramme moins, sur les ANA, sur tout. Et donc là, effectivement, on modifie la flore digestive. Mais il y a toujours un compromis entre la survie et puis éventuellement avoir des effets délétères. Mais il y a des parades. Il y a une société française qui… Monsieur Das, je dois vous arrêter pour, pas de souci. pour respecter le temps, mais merci beaucoup. Vous avez fait. Puis, je sens que Monsieur Fortanet veut intervenir, donc je lui laisse oui, volontiers la parole. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie. Du coup, je vais rester sur un sujet similaire, l'antibiorésistance et les usages de bactéries, sauf que moi, je vais parler de santé animale et de médecine vétérinaire, et aussi je vais parler sans doute enfin même pas sans doute, je vais parler d'un autre horizon disciplinaire puisque je suis sociologue et je dirige un groupe de recherche en sciences sociales basé à l'INRA et l'Université Paris-Dauphine sur disons les usages et la régulation des usages d'antibiotiques en médecine vétérinaire. Alors, je vais peut-être passer rapidement sur ce que j'avais prévu de dire au tout début, mais notamment puisque l'intervention précédente a déjà très bien cadré en fait ce qu'est l'antibiorésistance. Donc, je ne vais pas revenir sur Fleming et tout ça, mais simplement rappeler que la question de l'antibiorésistance, c'est loin d'être un problème nouveau qu'on aurait découvert ces 10 dernières années. Au contraire, Fleming lui-même, d'ailleurs au moment où il reçoit son Nobel, alerte déjà sur la question de la résistance acquise des bactéries aux antibiotiques. Et il se trouve que le problème, historiquement, a été construit, traité, appréhendé de manière plus ou moins différente selon les contextes géographiques, selon les secteurs, hein, médecine humaine, médecine vétérinaire, et qu'il y a eu beaucoup d'échecs d'une certaine manière de régulation, hein, puisque assez tôt, on a cherché à contrôler les usages d'antibiotiques, puisqu'on a, même si la preuve scientifique est toujours controversée, mais il y a sans doute une corrélation entre le développement des antibiorésistances et le développement des usages d'antibiotiques. Et donc, en l'occurrence, bon, les premiers moments hein, historiquement où l'antibiorésistance fait problème, et d'abord pensé comme un problème médical en l'occurrence, ça va être les années 60 et 70 où l'antibiotique passe du miracle à la menace. Je vous mets et en particulier, hein, puisque c'est là-dessus que je me concentre, les antibiotiques utilisés en agriculture, utilisés en élevage, vont être considérés
comme étant cette menace principale pour la santé des humains, en l'occurrence. Donc ici, vous avez au milieu notamment un rapport emblématique de 69 qui s'appelle le rapport Swan et qui va commencer à recommander l'interdiction, enfin la limitation de certains types d'usage des antibiotiques en agriculture, parce que pour le dire très très rapidement, il faut savoir que aujourd'hui en Europe c'est interdit depuis quasiment 15 ans, mais dans le monde on utilise encore énormément les antibiotiques comme ce qu'on appelle des promoteurs de croissance, donc c'est des doses infrathérapeutiques qui sont données en supplémentation alimentaire aux animaux d'élevage pour que, d'une certaine manière, y obtenir des gains de productivité dans l'économie de l'élevage. Et donc ça a été les premiers usages qui ont été controversés avant même les usages préventifs et même thérapeutiques dont on parle aujourd'hui. Et justement, la période précédente a été plutôt un échec en termes de régulation, hein, notamment aux États-Unis, un peu moins en Europe, mais ça a été quand même très limité. Et il a fallu qu'une crise assez importante, qui n'est pas tellement passée, qu'on n'a pas tant aperçu que ça au niveau des débats publics, puisqu'elle a lieu dans les années 90, où d'autres grandes crises de santé publique liées à l'agriculture et à l'agroalimentaire, on va citer la vache folle notamment, ont accaparé, si vous voulez, la scène, mais notamment c'est le moment où, je ne vais pas refaire toute l'histoire, certains d'entre vous la connaissent certainement, mais elle est connue sous le nom de crise de l'avoparcine, où des chercheurs danois vont se rendre compte que des bactéries résistantes à des antibiotiques qui sont pourtant pas utilisés en médecine humaine, mais justement en médecine vétérinaire, vont être détectés dans les hôpitaux, notamment des SARM. Et ça va conduire à tout un processus politique qui amènera en 2006 à l'interdiction des antibiotiques comme promoteurs de croissance en agriculture. Et le problème réémerge assez rapidement, en fait, quelques années plus tard. Là, je parle, c'est des exemples français, mais en Europe, d'une manière générale, autour cette fois des usages vétérinaires, c'est-à-dire qui sont censés être contrôlés par une profession médicale qui a un monopole sur la prescription comme les médecins, mais aussi la délivrance des antibiotiques, parce que d'autres types d'usages commencent à faire problème, on commence à considérer qu'ils font problème, les usages préventifs, les usages métaphylactiques qui sont, disons, de la prévention en milieu infecté, si j'essayais de convertir ça dans le langage de la santé humaine, et évidemment les usages dits curatifs. Et des grandes controverses ont lieu encore aujourd'hui, et notamment entre les professions médicales et vétérinaires, pour la définition de ce qu'on va appeler le bon usage, ou l'usage prudent, ou l'usage justifié, l'usage que moi j'appelle légitime des antibiotiques. Et aujourd'hui, on vit un moment extrêmement intéressant, en tout cas pour un sociologue au moins, mais j'imagine également pour des microbiologistes ou des pharmacologistes, sur vraiment la définition de ces usages légitimes des antibiotiques. Quelles sont les molécules qu'il faut réserver à quelle médecine ou à quel type de secteur? Qu'est-ce que c'est qu'un antibiotique critique, donc c'est-à-dire ceux qu'on devrait réserver à la médecine humaine, etc., en fonction de tout un tas d'enjeux de nature professionnelle, économique, politique, évidemment médicale aussi. Il y a des controverses importantes et des changements assez réguliers dans les classifications internationales portées par différents types d'acteurs sur ce que c'est qu'un usage, un bon usage des antibiotiques. Et donc tout ça est assez fascinant. Mais je ne vais pas rentrer, donc on travaille beaucoup là-dessus, mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Ce que je voudrais essayer rapidement de dire pour d'une certaine manière, essayer de répondre, je ne sais pas, mais de contribuer à la thématique du jour, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers la fin ou pas du paradigme de l'éradication au profit d'un autre paradigme qu'on n'a pas forcément nommé ici, et en l'occurrence en santé animale, appliqué au cas du rapport entre les bactéries et les antibiotiques, et puis aussi évidemment des humains et des animaux dans tout ça. Et la réponse que je voulais faire, c'est que en dépit du fait que l'antibiorésistance et le rôle de la médecine vétérinaire, le rôle de l'élevage et le rôle de la santé animale
dans le développement de cette menace qui sont celles des bactéries résistantes. Et en dépit de profondes transformations hein, qu'on observe depuis quelques années, une réduction massive de l'usage des antibiotiques en élevage, une transformation des savoirs et des approches de la médecine vétérinaire à l'égard de la santé animale, je vais en dire un mot juste après, notamment vers des pratiques alternatives à l'antibiothérapie, mais qui s'accompagnent évidemment aussi des transformations un peu des savoirs professionnels qui vont mettre en avant notamment des approches on va dire préventives, pour le dire rapidement, ou parfois holistiques de la santé. En dépit de tout ça, j'ai quand même envie de dire, je vais essayer d'expliquer ça, que le paradigme que Victoria a proposé d'appeler de l'éradication, que moi j'appelle souvent biosécuritaire par rapport peut-être à d'autres littératures, reste néanmoins dominant. Je pense que la question des bactéries dans les sciences vétérinaires, même si on trouve aussi évidemment des tas d'approches et à l'INRA, entre autres, hein, on a parlé de l'INRA à plusieurs reprises aujourd'hui, en termes d'écologie microbienne et des tas de travaux sur le rôle des différentes flores et des microbiotes d'un point de vue protecteur et de la santé, etc. En tout cas, au moins dans la médecine vétérinaire, chez les praticiens, chez les gens qui sont au chevet des animaux malades, chez les éleveurs également, dans la filière agroalimentaire, évidemment, le paradigme biosécuritaire qui va associer les bactéries à des questions de pathogénicité, à des questions de maladie, reste, à mon sens, assez largement dominant. Et évidemment, empêche, disons, d'une certaine manière, la percée de ces approches qui sont sans doute encore confinées déjà au champ de la recherche scientifique, mais quand elles se déploient sur le terrain, dans certains segments de l'agriculture, encore de niche. Et ça se voit notamment y compris en termes d'action publique, hein, dans tous les dispositifs qui sont mis en place pour tenter de contrôler, de réguler les maladies animales, en particulier les maladies qui sont zoonotiques. Hein. Je ne vais pas vous expliquer ici ce que c'est qu'une maladie zoonotique, et en particulier en 2021, après, en pleine crise Covid. Mais ce qu'on voit, c'est que malgré une transformation, il est vrai, des grands instruments et des grands dispositifs de savoir-pouvoir, parler comme Foucault, qui visent à contrôler ces maladies, on va dire potentiellement zoonotiques, et qui historiquement, dans les savoirs de la médecine vétérinaire, passaient notamment par l'abattage des animaux, par le confinement des animaux, etc., au profit puis ensuite, il y a eu la vaccination, et aujourd'hui, notamment, la surveillance épidémiologique, la traçabilité des produits alimentaires viennent se rajouter, et sont sans doute des dispositifs emblématiques de ce paradigme biosécuritaire qui, certes, tendent à redéfinir la conception de la maladie et des formes de gestion des maladies, notamment la frontière entre le sain et le malsain, qui n'est plus nécessairement conçue comme une frontière absolument étanche, que des instruments comme l'abattage, qui reste malgré tout hein, sur certaines grandes maladies animales qui sont potentiellement zoonotiques, notamment les grippes aviaires, porcines, etc. On a encore l'utilisation de ces instruments-là qui sont vraiment, disons, qui incarnent des savoirs biosécuritaires basés sur l'éradication du malsain. Néanmoins, ça se transforme avec l'appréhension que le sain ou malsain peut se retrouver au cœur du sain, ou vice-versa. Enfin, la question de la frontière et de l'étanchéité de la frontière se transforme avec des nouveaux types d'instruments, mais de mon point de vue et de savoir, ne remettent pas, n'ébranlent pas fondamentalement le paradigme de l'éradication ou de la biosécurité. Et ce qu'on va retrouver aussi parmi la pharmacopée vétérinaire dominante, hein, qui va utiliser l'antibiotique, le vaccin et d'autres choses, même si là encore, il y a des évolutions historiques par rapport à la manière dont les savoirs vétérinaires appréhendent la santé et la maladie et les maladies des animaux, avec notamment l'idée qu'on gère l'endémicité d'un certain nombre de maladies plus qu'on ne vise leur éradication pure et dure.
Néanmoins, je pense il y a sans doute des paradigmes alternatifs qui peut-être émergent ou des niches, même si on peut se demander s'ils sont véritablement alternatifs. Je crois que c'est Geneviève tout à l'heure qui trouvait que le terme n'était pas vraiment adapté. Je suis assez d'accord. Et qui soulève des questions à mon avis, assez intéressantes, hein, pour toujours essayer d'adresser la question initiale de la journée. Je disais tout à l'heure qu'on voit en France, en Europe, de manière générale, et d'ailleurs la France est loin d'être la championne sur cette question, mais le gradient nord-sud dont parlait Thierry à l'instant en matière de prévalence de bactéries résistantes, là je parle en élevage, et d'usage des antibiotiques, marche aussi très bien en médecine vétérinaire, mais néanmoins on observe une réduction relativement importante des usages d'antibiotiques, un usage qu'on va qualifier, là je ne vais pas rentrer dans les détails, de prudent. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment les acteurs définissent la prudence, hein, ou la responsabilité, le stewardship pour parler en anglais, dans l'usage des antibiotiques. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fond, et même si des savoirs de méthodes préventifs émergent et tendent même, je pense, à s'imposer, en tout cas, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, d'autant que dans les filières industrielles, d'autant plus que dans des filières moins intégrées ou moins concentrées. Mais ce qu'on voit effectivement, c'est que ce n'est pas une transformation nécessairement profonde des modèles agricoles qu'il y a derrière, que le changement vers ce type d'approche et ce type d'usage, il est assez directement drivé par les transformations structurelles du marché du médicament vétérinaire, avec le rôle des industries pharmaceutiques, le business model aussi de la médecine vétérinaire qui est assez particulier si on veut le comparer à celui de la médecine humaine, enfin qui n'a même rien à voir puisque la médecine humaine est d'une certaine manière financée par la sécurité sociale, ce qui n'est pas du tout le cas chez les vétérinaires. Donc effectivement, c'est assez intéressant de voir que on a des changements de pratique, on a des changements de savoir qui vont sans doute vers une appréhension, une conception de la maladie et du soin qui change, qui n'est plus fondamentalement celle du paradigme de l'éradication ou de la biosécurité, mais au fond qui ne remet pas nécessairement en cause le modèle agricole productiviste et capitaliste. Et du coup, on peut se poser la question, enfin, qu'est-ce qu'on vise, quelle est la transition au fond qu'on vise quand on dit qu'il faut réduire les antibiotiques et produire de la viande et du lait autrement? Est-ce que c'est juste au fond essayer qu'il y ait moins de bactéries résistantes, ou est-ce qu'au contraire, ce qu'on essaie de faire, c'est quelque chose de plus structurel sur nos modes de consommation, nos modes de production, nos modes de circulation, disons des denrées alimentaires ou agroalimentaires. Et je vais accélérer un peu parce que je vois, mais les mêmes questions se posent, c'était mon deuxième point, à mon avis, sur d'autres types de transitions, celles qu'on va appeler plus agroécologiques et qui vont vraiment voir là émerger des pratiques qui sont souvent considérées comme des niches par rapport au système agroalimentaire dominant. Avec, je ne vais pas reprendre toute la liste des alternatives à l'antibiothérapie qui a été évoquée juste avant, mais on en retrouve beaucoup aussi en santé animale, certainement pas toutes qui ont été citées par Thierry, mais un assez grand nombre. Mais là encore, des questions se posent, un peu les questions qu'on avait aussi soulevées ce matin, entre, au fond, est-ce que c'est une véritable transition, hein, ou aussi finalement des résiliences des modèles dominants qui vont s'accommoder de ces nouvelles approches. Au fond, est-ce que tout change pour que rien ne change, pour reprendre le fameux adage. Et je terminerai par peut-être une espèce de méta-réflexion, c'est la dernière slide, sur quel est ce monde qu'on appelle de nos voeux un monde qui serait sans antibiotiques, qui à la fois est une utopie et une dystopie, puisque c'est un monde qui est celui où le fameux monde d'avant Fleming, et en même temps c'est aussi le monde où peut-être que si vraiment on changeait de paradigme, on n'aurait plus besoin, ou en tout cas beaucoup moins besoin des antibiotiques, puisqu'on pourrait gérer les écologies microbiennes, y compris la dimension pathogénique de ces écologies microbiennes, avec d'autres techniques, d'autres alternatives. Et ça implique, à mon avis, de réfléchir. C'est pour ça que le monde sans antibiotiques, il ne faut pas le voir comme un monde avec zéro antibiotique, mais un monde, comme je disais juste avant, un monde qui serait libéré
d'une dépendance structurelle de nos systèmes sanitaires et alimentaires aux antibiotiques. Je reprends les travaux de Claire Chandler qui dirige l'un des plus importants groupes de recherche en sciences sociales sur cette question justement à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, et qui nous explique à quel point historiquement les antibiotiques et l'usage massif des antibiotiques est associé non pas seulement à des enjeux médicaux, mais bel et bien à des enjeux infrastructurels, comme elle le dit, liés à des objectifs de rentabilité, de productivité de nos sociétés contemporaines, et pas seulement dans le monde agroalimentaire, hein, mais y compris dans le fonctionnement de nos systèmes hospitaliers et sanitaires humains, si je puis dire. Et comme je le disais avant, au fond, même si on réduit aujourd'hui assez drastiquement les usages d'antibiotiques, c'est pas sûr qu'on réduise notre dépendance à ce besoin de molécules antibiotiques au sens pour pouvoir tuer des bactéries pathogènes, parce que au fond, les infrastructures sanitaires et alimentaires changent assez peu, et il est probable que pour vraiment construire ce changement qui pourrait potentiellement nous préserver de la catastrophe annoncée par Jim O'Neill, qui a été aussi évoqué, le fameux rapport là, dans l'intervention précédente, il faille penser les usages prudents, justifiés, responsables d'antibiotiques, pas seulement en termes médicaux, mais aussi en termes sociaux et écologiques, d'une manière générale, et dans une logique évidemment qui n'intègre pas seulement la santé des hommes et des animaux, mais aussi, on en a parlé à un autre moment, des écosystèmes qui sont un réservoir extrêmement important des bactéries résistantes ou pas. Je vais me taire là et on va voir s'il y a une ou deux questions. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, M. Fortanet. C'était passionnant, comme les autres exposés. Vous venez porter votre regard de sociologue sur cette question complexe. Est-ce qu'il y a déjà des questions qui vous viennent à l'esprit? Sinon, moi, juste pour revenir aussi un peu au début de cette histoire d'antibiotiques, c'était intéressant de se souvenir aussi d'un autre acteur dont je ne sais pas, vous en avez peut-être parlé ce matin, mais René Dubos, aussi, qui est un chercheur français qui travaillait aux États-Unis, qui est quand même l'un des premiers découvreurs de l'antibiotique, la tyrotricine, si je me souviens bien, et qui, comme Fleming, aussi avertissait des dangers d'une surexploitation, d'une surutilisation de cet antibiotique. C'est un peu comme si ce message des premiers pionniers avait été oublié pendant quelques décennies pour être redécouvert il n'y a pas si longtemps, en fait. Peut-être dû justement à la trop grande efficacité des antibiotiques. Et l'autre chose, c'est peut-être aussi intéressant de voir que finalement, une des choses qui pourrait nous aider à parvenir à ce monde sans antibiotiques, pas le monde dystopique où on a besoin des antibiotiques et ils ne sont plus là, mais le monde dans lequel que vous décriviez, M. Fortanet, où on a réussi à se libérer en partie des antibiotiques. Et donc peut-être qu'ici, la piste de la phagothérapie pourrait être réinvestie, réactualisée et peut-être mise à profit de manière plus large qu'elle l'a été par le passé. Donc, de ce point de vue-là, il y a deux choses que l'histoire d'antibiorésistance peut de façon de nous éclairer sur notre présent. Puis pour ce qui est de la question du paradigme, c'est vrai que on semble aller, moi disons que personnellement j'abonderais dans votre sens, dans la mesure où on est toujours dans ce paradigme dominant de biosécurité, on ne semble pas avoir complètement tourné la page, malgré toutes les avancées sur le microbiote, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui a changé? Et peut-être que je pose la question à tous les intervenants, vous y avez peut-être déjà réfléchi ce matin, mais qu'est-ce qui pourrait quand même s'être modifié dans les dernières décennies, alors qu'on parle de plus en plus de l'importance de l'écologie du microbiote pour la santé humaine et animale? Est-ce que la reconnaissance, par exemple, du microbe comme entité vivante aussi ne pourrait pas être un élément qui est différent de ce qui se passait dans les grandes campagnes d'éradication des années 40, 50, où on voyait le microbe comme essentiellement quelque chose de statique, par exemple? Donc, je vous lance un peu la question à tous. Si on n'assiste pas à un changement de paradigme, on assiste peut-être quand même à un déplacement des problèmes, à une modification malgré tout de la situation, disons, d'un point de vue au moins conceptuel. Oui, mais une partie de la réponse, je pense, c'est dans le dernier point que vous faites, enfin, quand vous dites c'est en partie conceptuel, c'est-à-dire
c'est très, enfin, de toute façon, comprendre les transformations historiques de paradigmes qui englobent des dimensions culturelles, scientifiques, médicales, politiques, etc. Enfin, c'est le défi ultime pour un chercheur en sciences sociales. Donc, je ne saurais pas vraiment quoi dire, mais certainement qu'effectivement, on voit que, en l'occurrence plutôt dans les champs scientifiques et médicaux, effectivement, des nouvelles approches se développent et peut-être même sont-elles déjà dominantes. Enfin, on a eu des exemples aujourd'hui d'intervenants qui nous parlaient vraiment d'approches en termes d'écologie microbienne qui dépassaient vraisemblablement le fameux paradigme de l'éradication dont il a été question. Après, pour moi, la grande question, c'est comment ces approches-là se convertissent-elles ou pas dans tout un tas de pratiques, de tout un tas de secteurs. On a beaucoup parlé de la santé, de l'alimentation, de l'agriculture. Il y en a peut-être d'autres, puisque c'était aussi un des sujets de la journée. Les microbes sont dans nos vies dans de multiples endroits. Donc là, j'ai en partie des doutes. Enfin, après, il faut sans doute le voir dans différents types de secteurs, mais je ne suis pas sûr que ces approches-là soient converties en pratiques dominantes dans tant de secteurs. Mais bon, c'est quand même, on peut vraiment discuter. Et après, je pense que c'est la question que j'essayais d'adresser à la fin, de poser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut quand on parle de changement de paradigme, qu'est-ce qu'on veut qu'il change au fond. Enfin, il y a la question de la santé, notamment, pour moi, elle se pose aussi c'est des questions d'accès aux soins, d'accès aux médicaments, de justice sociale, etc. Donc, réduire les antibiotiques pour réduire les antibiotiques, au fond, je ne suis pas sûr que, pourquoi pas, mais c'est peut-être pas l'objet. Ce serait plus intéressant si ça pouvait être le moteur d'une révision plus profonde de nos systèmes sanitaires, etc., et de la santé globale. Donc là, c'est ça la question, c'est ou agroalimentaire, et est-ce que ça change un truc que je dis dans un papier récent, c'est que sur la question agroalimentaire, c'est assez fascinant de voir à quel point les fameux produits sans antibiotiques là qu'on commence à avoir dans nos supermarchés, vous pouvez acheter du jambon sans antibiotiques, du lait sans antibiotiques, etc. Bon, il faut encore définir ce que sans antibiotiques veut dire. Ça ne veut jamais dire la même chose en fonction des produits, en fonction des pays. Ça veut rarement dire zéro antibiotique. Bref, ça, c'est des enjeux de marketing. Mais qui produit ça? C'est pas les petits producteurs d'agriculture biologique, etc. Enfin, ils le font aussi, mais le jambon Herta et les tonnes de jambon Herta qui sont vendus sans antibiotiques viennent en fait de l'industrie agroalimentaire productiviste et intensive classique, qui a même, d'après ce qu'on dit nous, on peut tout à fait être contredit, mais tendu à renforcer les logiques de productivité, de rentabilité et d'intégration des filières pour obtenir des modes de production où on se passe des antibiotiques. Donc très bien, on se passe des antibiotiques, mais on ne change pas du tout de modèle agricole, voire on renforce celui qu'on a parfois tendance à critiquer en dénonçant les usages antibiotiques. Donc au fond, quel est le changement qu'on veut et celui qu'on obtient? Et c'est ça la question sur laquelle j'essaie de conclure aujourd'hui, tout simplement. Je crois que c'est un très beau mot de conclusion également pour votre intervention. On arrive en plus à 10h40, donc on serait rendu au mot de la fin de la journée. Victoria, do you want to introduce Michelle? Yes, thank you all for the extremely stimulating discussion so far about changing knowledge, changing management of microbes. I'm extremely thankful to all the speakers for your generosity. And I'm extremely honored to introduce Professor Michel Morange, who will give the closing remarks. He is a emeritus professor of biology at the Université Pierre-Marie Curie and at the École Normale Supérieure in Paris, former director of the Cavaillé Center of the History and Philosophy of Science at ENS. He studied biology and joined the Institut Pasteur in Paris in 1971, where he obtained a PhD in enzymology in 1978. And at the same time, he trained in philosophy at the University of Paris 10 with Jacques Merleau-Ponty, defending in 1978 a thesis on the history and epistemology of molecular biology. And since then, he has continued to lead a double intellectual life, both scientific, namely in molecular and cellular biology and in developmental biology, and also historical and philosophical
In these two fields, his most recent work deals with the question, what is life? And on the exact meaning of postgenomics, and on the difficulties of interdisciplinarity in biology. He's the author of several books on the transformations of biology in the 20th century, including A History of Molecular Biology. And historians of biology, like myself, we encounter this as a classic and foundational text in our field of history of biology. So thank you.